Comment s'est passée l'assemblée générale de Ruby? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cet article. Alors, l'assemblée générale mixte 2025 de Ruby a eu lieu ce jeudi 12 juin. Donc, nous avions Marc Jacot, Gilles Gobin, Jacques Liou, Clarisse Gobin et Marc-Olivier Laurent, président du conseil de surveillance, qui ont ouvert la session en indiquant le quorum de 62,92% du capital. Donc, l'assemblée générale était régulièrement constituée. Donc, on va voir ce qui a été discuté pendant cette assemblée générale. D'abord, on a, comme d'habitude, un petit récap de l'année 2024 et de la stratégie. Donc, l'effet marquant, c'est décroissance en volume, en volume, production d'électricité, la blague, en hausse, mais toujours pas de résultat sur Photosol. Bon, progression du cash flow opérationnel, ça c'est bien, et du free cash flow, un dividende en augmentation. Et puis ils ont rappelé évidemment la cession de Ruby Terminal qui a permis de dégager une plus-value de 85 millions d'euros. Une partie, donc la plus-value a été cédée sous forme de dividende aux actionnaires, et le capital, le principal on va dire, va servir pour les CAPEX, pour les investissements, malheureusement aussi dans Photosol. Donc ça c'est bien, les performances par région, toutes les régions sont en progression, et c'est pas mal, hein. On est bien tiré par l'Afrique, avec le bitume qui marche bien, le GPL. Les Caraïbes est bien tiré, donc 52% d'EBITDA quand même, les Caraïbes, c'est important, hein, et donc il faut surtout des carburants pour l'aviation, donc ça c'est très bien. Et l'Europe, en fait, c'est stable, hein, ça bouge pas trop avec le GPL, et puis ça perd de l'argent avec Photosol, évidemment, comme on le sait. Bon, record d'EBITDA, avec un record des résultats nets, hein, égal au record de 2023. Hausse du dividende, malheureusement, cette hausse du dividende, elle commence à être de plus en plus faible, hein, on n'est plus qu'à 2,5 de croissance du dividende. Le payout ratio commence à être hyper élevé maintenant, donc on va avoir du mal à l'augmenter par la suite si on continue à engloutir des cash flows dans Photosol. Ensuite, on s'attarde sur les modifications, les changements au conseil de surveillance. Donc il faut se rappeler qu'il y a le président du conseil de surveillance qui a démissionné en mai 2025, donc Niels Christian Bergen. Pas de motif évoqué. On va le voir plus tard en dessous, on n'a pas de réponse malgré les questions des actionnaires sur ce départ. Donc Marc-Olivier Laurent a été nommé pour prendre la présidence en remplacement. Des nouvelles nominations au conseil de surveillance, et notamment, on a eu la proposition de nomination de Patrick Mollis, actionnaire majoritaire maintenant, hein, avec 9% du capital, et d'Alno Verjon, qui a été proposé par Mollis. Donc tous les deux ont été nominés au conseil de surveillance. Donc espérons, on va voir ce qu'ils arrivent à influer sur, à infléchir la stratégie, notamment sur Photosol. Donc là, vous avez les CV de Patrick Mollis et de Anne Lauvergeon, connu par ses hauts faits de gloire sur Areva notamment. Un plan de succession de la gérance, donc ça avait été évoqué en amont de l'Assemblée générale. Ils ont avancé les deux fondateurs, hein, Gilles Gobin et Jacques Liou, leur date de départ à la retraite, avant leur âge limite d'après les statuts, hein, de 78 ans. Donc ils vont partir en juin 2027. Marc Jacot et Jean-Christian Bergeron vont prendre la succession à partir du 1er octobre 2025. Et puis ils seront libres de l'influence de Gilles Gobin et Jacques Liou qui partiront en juin 2027. Les deux, il faut le noter, ne sont pas commandités. Donc ils ne sont pas le même statut que Rioux et Gobin, qui ont beaucoup de pouvoir sur les décisions stratégiques sans avoir beaucoup de part au capital. Bon, la rémunération, c'est aussi un sujet polémique. Elle a été validée par le conseil. Bon, vous avez les détails ici. Il y aura un changement du mode de rémunération, aussi des nouveaux de Marc Jacot et de Bergeron. La section la plus importante de cette assemblée générale, les questions-réponses des actionnaires. Donc on a eu plein de sujets différents, on va les passer en revue en dessous. Il y a eu des questions écrites, donc notamment de Saman. Les réponses sont disponibles sur le site web, et questions écrites également de Tweedy Brown, qui est un fonds d'investissement américain. Donc j'ai parcouru ces réponses, il n'y a pas beaucoup de... C'est très langue de bois, hein, les réponses qui ont été faites par la gérance. Donc ici, on va passer en revue les questions qui ont été posées pendant l'Assemblée générale,
1re question, donc celle-là, elle était un peu, c'est une question assez pratique sur, combien ça coûte d'entretenir des panneaux photovoltaïques et comment est-ce qu'ils se prémunissent contre les dégradations? Bon, alors, moi, Jaco a répondu que c'est 20 des dépenses opérationnelles, hein, c'est quand même significatif, hein. Ils sont évidemment ces coûts intégrés dans la modélisation des projets. Ils ont une équipe de maintenance et pour la sécurité, ils ont des drones qui surveillent, en fait, les sites. Donc bon, voilà, ça a quand même un coût, hein, cette maintenance, donc c'est un coût supplémentaire qui doit être supporté par l'entreprise. Autre question, et c'est un sujet qui est récurrent chez Ruby, c'est le risque de change. Donc l'entreprise opère dans des zones avec des devises qui sont pas très solides, hein, donc on opère en Afrique et dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Bon, dans ces, régions, on a des pays, qui sont en hyperinflation, on a des variations de devises, assez fortes, alors que le groupe, lui, s'approvisionne, paye son pétrole, en dollars. Donc comment ils font? Eh bien, le directeur financier a répondu qu'il facture en devise locale du client. Bon, et si possible, ils utilisent des couvertures de change. Donc ça, évidemment, ça a un coût, hein, la couverture de change et c'est une assurance en somme, hein. Quand il n'y a pas de couverture de change qui est possible, comme au Nigeria ou au Kenya, ils essayent de faire une couverture naturelle, c'est-à-dire compenser les flux en devises opposées. Donc ça, en fait, c'est un mécanisme qui permet de couvrir sans avoir, on va dire, de contrat de couverture de change. À mon avis, c'est plus compliqué quand même de gérer de cette façon, mais c'est inhérent au modèle de Ruby. Donc c'est très bien, ils sont en part de marché, ultra leader dans des zones en croissance en Afrique. En revanche, la monnaie est faible, donc ça, vous verrez quand vous suivrez les résultats de Ruby, de façon récurrente, il y a l'impact d'échange et ça impacte toujours le résultat net. Une question sur la rémunération des commandités. Donc là, on a commencé à attaquer un peu les questions, plus incisives, plus polémiques. Donc il y a un actionnaire qui, s'est demandé: est-ce que, en fait, le mode de rémunération des associés commandités était aligné avec les intérêts des actionnaires minoritaires? Il a demandé: est-ce qu'on ne pourrait pas adopter, un high watermark comme ce qui se fait dans les fonds d'investissement? Avec ce mécanisme, en fait, le management est incité à essayer de faire dépasser des records à l'action. Alors que dans le mode de fonctionnement actuel de la rémunération, finalement la formule est un peu avantageuse pour les associés commandités. Autre point qu'il a évoqué, cet actionnaire individuel, c'est bien de faire de la commandite. Les gérants sont responsables sur leurs biens propres. Maintenant, il y a une capitalisation boursière de 3 milliards. Il doit y avoir 1 milliard ou 1,2 milliard de dettes. Combien pèse le patrimoine des commandités? 70 millions d'euros, comme c'est indiqué ici, face à ces engagements. Bon, Gilles Gobin, lui, il a défendu le mode de rémunération, il n'allait pas faire le contraire. Donc c'est un high watermark, mais seulement sur 3 ans. Donc en effet, le cours de bourse de Ruby s'est effondré après 2020. Donc avec ça, ben, forcément, c'est possible, en regardant que sur 3 ans, de dépasser les records et ça avantage les gérants. Bon, lui, il dit que ça évite les effets de fluctuations boursières et cetera. À l'époque, ça avait été voté sans trop de polémique. Maintenant, c'est trop tard, évidemment, mais à l'époque, le cours ne s'était pas encore trop effondré. Maintenant, ça fait plus polémique parce que, en fait, le cours s'est effondré et les actionnaires minoritaires ne s'y retrouvent pas. Pour ce qui est de l'engagement, donc de la solvabilité des gérants commandités, eh bien, il a dit que, bah, c'est comme ça, finalement, et que, oui, en fait, c'est ridicule, les engagements du groupe sont ridicules face les patrimoines des associés commandités sont ridicules face aux engagements du groupe, mais ça responsabilise les gérants. Et après, il a continué, comme d'habitude, avec le même couplet sur la commandite, alignement long terme, meilleure prise de décision stratégique. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Ensuite, donc là, on passe aux questions de Saman. Il y a une des réponses, dans une des réponses à une de ces questions, Clarisse Gobin s'est clairement agacée que, Saman
pose ces questions publiquement. Enfin, il a posé ces questions par écrit. Les réponses sont un peu en langue de bois sur le site. Puis après, il a posé ces questions à l'oral pendant l'assemblée. Et Clarisse Gobin, c'est un peu offusqué du fait que, en tant que membre du conseil de surveillance, Saman peut poser ses questions au conseil de surveillance. Mais bon, il y a évidemment un effet de, de prise à partie de l'assemblée ici pour que ces questions aient plus de poids, évidemment. Bon, il y avait une question sur. Il a contesté le fait que le géant parle d'une hausse continue du prix du pétrole. Tac, tac, tac. Bon, Jaco, dans la réponse, a reprécisé que Ruby est insensible au prix du baril, parce qu'en fait, les marges de Ruby dépendent des volumes et pas des prix. Mais il a nuancé qu'une baisse du pétrole avantageait quand même Ruby, parce qu'une baisse du pétrole veut dire que les clients ont plus de pouvoir d'achat et donc ça fait monter les volumes. Donc ça avantage. Et également, avoir un prix du pétrole plus bas, ça rend les approvisionnements de Ruby moins chers, évidemment. Bon. Ensuite, Saman, il s'est réattaqué à son sujet favori qui est Photosol. On se rappelle que lors du Photosol Day, il avait Photosol Day, donc c'était une journée de présentation stratégique de Photosol face caméra, enfin en gros en direct. Il avait accusé l'agence d'avoir menti sur l'évolution réelle des chiffres de Photosol et sur la rentabilité réelle de cette branche. Donc là, à nouveau, comment est-ce qu'il a demandé à l'agence comment est-ce qu'ils peuvent expliquer une perte rentable de 40 millions d'euros sur Photosol, malgré les déclarations récurrentes de rentabilité, hausse de capacité, etc., etc. Donc, elle a demandé finalement un point d'étape sur Photosol. Donc, sur cette réponse, c'est Clarisse Gobin qui a répondu et Marc Jacot. Comme d'habitude, création de valeur à long terme, etc. Donc, investissement initiaux importants. Ils ont indiqué que chaque projet visait 7 à 9% de rentabilité, financé à 80-90% par la dette sans recours. Donc il faut repréciser, les projets de Photosol, ils sont financés par la dette sans recours qui est logée dans des SPV, donc les Special Purpose Vehicles, donc des sociétés établies pour l'occasion, par projet, pour détenir les actifs du projet et également supporter la dette. Et donc, c'est la dette sans recours, c'est-à-dire que si le projet foire, eh bien, les créanciers ne peuvent se retourner que contre les actifs du projet. Donc ça protège le reste du groupe. Heureusement qu'il y a ça. L'autre avantage, c'est qu'évidemment, la dette qui est levée par Photosol, elle est beaucoup plus avantageuse et beaucoup moins chère que la dette classique qui est levée par Ruby. En effet, ce sont des projets ESG, donc ils ont accès à des taux bonifiés. Il faut se rappeler quand même qu'il y a eu du retard sur Photosol. Il y a eu 2 ans de retard sur le plan initial. Et là, il se défausse sur les problèmes de raccordement et de réglementation en France. Donc la gérance se défausse là-dessus, mais on ne peut pas leur donner tort, puisque Pouyanné, il y a quelques semaines, quelques jours, avait à nouveau fustigé les réglementations françaises et la lenteur, etc., alors que Total Energy investit assez massivement dans les projets renouvelables également en France. Bon, la gérance a confirmé l'objectif de 1 gigawatt d'électricité exploitable d'ici 2027. Bon, à voir, évidemment, si cette fois-ci, il ne décale pas. Ensuite, question sur la politique des dividendes. À nouveau, c'est aussi une question de Saman. Comment est-ce qu'on peut être content quand on est actionnaire, même si votre dividende il est en augmentation? L'année dernière, le cours était à 34, maintenant il est à 29. Le dividende, ça ne compense pas ici. À nouveau, Clarisse Gobin a contre-attaqué. Donc, elle a mis en avant le fait que, comparé à ses compétiteurs, ça c'est une question qui est évoquée après, qui sont les compétiteurs de Ruby. Donc, dans le panel de sélection, c'est UGI, DCC et Parkland. Ce sont des entreprises nord-américaines. Bon, alors, elle a indiqué que face à ses compétiteurs, à cette sélection-là, Ruby est en progression dans le secteur. Donc 5% contre 11% en moyenne contre ces paires-là, sur 3 ans. Donc elle a mis en avant un rendement total de l'actionnaire de 35%, dividende inclus, évidemment. Bon, le cours de bourse de Ruby, en fait, oui, ça s'est effondré, mais finalement, si vous avez acheté du Ruby après l'effondrement, comme ce qui est mon cas, à mon avis, vous n'avez pas fait une mauvaise opération. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que le cours montait, mais la dilution était assez énorme, en fait.
Et donc, finalement, bon, l'âge du cours, c'était quand même avantageux, mais si vous aviez du rubis avant l'effondrement de 2020, post-effondrement, là, c'est sûr que vous êtes fait massacrer. Mais si vous en avez après 2021-2022, vous n'avez pas un mauvais cours et avec les dividendes réinvestis, ou pas réinvestis, à vous de voir, enfin avec les dividendes réinvestis en tout cas, Rubis, c'est pas si mal, hein, et c'est pas très cher. Donc, je vous renvoie vers les vidéos de valorisation qui sont dispo sur la chaîne. Donc finalement, oui, le cours, il bouge pas, il vivote. Vous avez vos 7 à 8 de dividendes. Finalement, il y a pas de quoi se plaindre à mon avis. Le seul sujet, ça va être, est-ce que ces dividendes, va être soutenable à cause de Photosol, hein? C'est ça le sujet. La hausse du cours, pour moi, c'est bonus, hein, avec ce niveau de rendement du dividende et avec, quasiment plus de dilution maintenant, je pense qu'il y a pas trop de quoi trop se plaindre, hein. Sauf si vous êtes là pour faire, une croissance du capital, mais je pense que vous êtes trompé de dossier si c'est le cas. Ah, il y a une question d'actionnaire qui relance un débat sur l'article 56. Ce débat qui a qualifié du par hasard du capitaine Haddock, il revient sur le fait que, la rémunération des commandités actuelles, le mode de calcul et les désavantages des actionnaires individuels, à cause du fait que le high water mark il soit, réinitialisé tous les 3 ans. Bon, et il a demandé des explications sur le départ de Niels Christian Bergenet, je pense que ça se dit, qui était, donc président du conseil de surveillance. Bon, le gérant, il a à nouveau défendu, donc Jacques Liu a à nouveau défendu ce mode de calcul avec, en rappelant que ça a été, adopté à la majorité, enfin très largement en 2020. Mais il a quand même dit dans sa réponse qu'ils examineront à nouveau ce mécanisme en assemblée générale 2026 avec une analyse approfondie. Ils ont un comité des rémunérations, oui, pour voir si ce mode de calcul est quand même aligné avec les intérêts des minoritaires ou pas. À nouveau, sur le départ du président du conseil de surveillance, ils sont restés évasifs, départ pour raisons personnelles. Bon, on peut que spéculer, hein, sur ce qui s'est passé. Je pense que, avec l'arrivée de Molis et l'Aubergeon, heu, il y a eu peut-être eu de la pression, peut-être qu'il y a eu de la pression en interne aussi avec Saman, hein. Donc, bon, ce qui est en tout cas intéressant de voir, c'est que ce conseil de surveillance, petit à petit, il se redessine et il est de moins en moins favorable aux, commandités, aux gérants. Donc, ça, c'est pas mal. Un représentant de Tweedy Brown, donc le fonds américain, je crois que c'est je sais pas s'il y a un E, bon bref. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'était Monsieur Debré, ah ça c'est bon, comme j'ai entendu. Sujet récurrent et c'est un vrai, point de divergence entre actionnaires européens et américains, dividendes ou rachat d'actions. Honnêtement, moi je trouve que les 2 se défendent, hein. Si vous êtes un rentier, il vous faut quand même un minimum de dividendes. Maintenant, si l'action est sous-évaluée, que vous avez pas beaucoup d'opportunités de croissance, rachat d'actions, ça peut être intéressant. Un mix des 2, ça peut être intéressant. Donc le représentant de Tweedy Brown a souligné qu'il y avait eu des plans de rachat d'actions jusqu'à 25 €, mais finalement, les volumes sont assez faibles. L'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus, il y a eu des rachats d'actions, mais ça, c'était pour compenser la dilution des plans d'actionnaires assalariés. Donc, question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de rachat d'actions alors que le cours est quand même largement sous-évalué, hein? On est, sous un PER qui est très largement inférieur à 10, donc on pourrait, racheter des actions pour les annuler. Donc Marc Jacot, je crois que c'était Marc Jacot qui a répondu à la question. Heu, Politique qui appréciait, rappelait que en fait, le dividende, cette politique de rémunération d'actionnaires via les dividendes a été et appréciée des actionnaires. Depuis 29 ans, le dividende augmente. On va pas se mentir, il a plus augmenté beaucoup, hein. Ça va être symbolique, hein, donc on monte de 2,5 en 2025. L'année prochaine, ce sera peut-être 2 puis après on ne pourra plus, hein, de toute façon, donc heu, voilà. Bon, ils préfèrent les dividendes parce que, ils pensent fidéliser leurs actionnaires avec ces dividendes. Ils avaient rajouté dans la réponse que j'ai pas transcrit ici, c'est qu'ils ne peuvent pas faire également des rachats d'actions parce qu'il y a besoin de cash flow, hein, par contre, pour investir. Donc, ça sera s'ils font du rachat d'actions, ils avaient indiqué qu'ils vont devoir couper le dividende, par 2. Honnêtement, vu le niveau de rémunération, donc moi je réinvestis ces dividendes, pas forcément dans Ruby, peut-être dans le portefeuille en tout cas. Mais vu ce niveau de rendement, moi ça me choquerait pas qu'ils divisent par 2 et qu'ils rachètent des actions. C'est fiscalement plus intéressant. Maintenant, moi je suis pas dans une phase de rente, donc ça peut convenir à quelqu'un qui est plutôt dans une phase de rente d'avoir ces 7-8 de dividendes, c'est quand même significatif. Ensuite, Stonsa, un follower, un abonné,
assez régulier et qu'on salue au passage, a posé des questions sur Photosol, expansion au Guyana et sur la structure. Donc la question c'était sur la structure de financement de Photosol, les capex justement maximum dans Photosol et le Guyana qui est un pays en forte croissance dans lequel Ruby est implanté. Alors, donc en fait, Jaco a donc reconfirmé comment fonctionne le mode de financement de Photosol. Des SPV financés à 80-90% par la dette sans recours avec des taux avantageux. Il a indiqué qu'ils ont prévu, il a rappelé que Ruby a prévu 1 milliard d'euros de capex d'ici 2027. Donc là, vous voyez le mur de dette qui est en face quand même, hein. Il indiquait aussi qu'il pouvait faire du recyclage du capital, c'est-à-dire que vendre partiellement des projets. Donc monter le projet, l'amener à exploitation et ensuite en céder une partie. Par exemple, c'est ce qui se passe sur un projet dans lequel opère Morel et Prom en Afrique, sur un champ photovoltaïque. Ils ont pris une participation au projet. Donc c'est typiquement ce genre de choses qui peut se faire. Bon, sur la rentabilité, évidemment, Majako indiquait qu'on aurait des cash flows mirifiques à horizon 2027. Bon, ça reste à voir s'il n'y a pas de retard à nouveau. Et sur le Guyana, donc il y a Jacques Liu qui a répondu que en effet c'était un marché en pleine effervescence avec des découvertes pétrolières, donc forte croissance du pays. Et il indique que c'est évidemment avantageux pour Ruby dans le sens où une population qui s'enrichit, évidemment, elle va consommer beaucoup plus d'énergie, donc ça fera des opportunités de débouchés pour Ruby, et donc débouchés de distribution plutôt. Voilà. Et la dernière question, c'était à propos des pairs auxquels Ruby se compare, donc UGI, DCC et Parkland. Vous pouvez les suivre, pouvez suivre leurs publications. Moi, je trouve ça assez peu pertinent comme comparaison parce qu'en fait, on est sur un marché de distribution qui est, on va dire, assez local. C'est-à-dire que Ruby, l'avantage, c'est qu'ils sont leaders sur leur marché, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que comme c'est la distribution, les marges sont très faibles et donc il n'y a pas de place pour plusieurs acteurs. Donc en fait, je pense que c'est compliqué de comparer diverses entreprises de ce métier entre elles. Le plus simple, je pense que c'est de comparer Ruby à Ruby des années précédentes. Bon, ma conclusion, l'assemblée générale était moins houleuse qu'en 2024. Donc moi, j'y avais été en 2024, j'étais sur place, il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis il y a eu l'intervention de Moelis qui a été assez polémique. Donc là, sauf erreur de ma part, Moelis ne s'est pas exprimé dans cette assemblée générale. Bon, il y a toujours des points de divergence avec les actionnaires minoritaires, les gros actionnaires minoritaires d'ailleurs, comme Saman, mais pas de divergence publique avec Moelis par contre. Mais bon, voilà, il y a toujours des sujets stratégiques, Photosol, quand est-ce que ça va générer de l'EBITDA, la gouvernance, quand est-ce qu'ils reverront la rémunération, quand est-ce que la gouvernance aura moins de pouvoir. Donc là, bon, il y a des choses qui vont dans le bon sens, avec la nomination de Jaco et d'Argeron qui seront non commandités. Donc du coup, il n'y aura plus que Clarisse Gobin qui sera commanditée. Donc petit à petit, ça va un peu diminuer les pouvoirs exorbitants des gérants pour donner plus de pouvoir au conseil de surveillance. Et à noter, évidemment, dans les votes de résolution, Patrick Moelis et Anne Verjon ont été nominés au conseil de surveillance. Donc on pourra voir leur impact dans les prochains mois. Est-ce qu'ils vont arriver à infléchir les priorités stratégiques du groupe? Peut-être ralentir les capex sur Photosol. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. J'espère que cette revue de l'Assemblée Générale de Ruby vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!